Bonjour à tous et bienvenue dans ce talk sur le typage sous stéroïdes, éviter les erreurs au runtime. Avant de commencer, qui dans la salle connaît et utilise TypeScript? Ok, un bon 80-90% des gens. Pour les autres, qui est à l'aise avec la notion de type et de typage? Ok, ça devrait le faire. Et juste pour vérifier que je ne me suis pas trompé de salle, qui a déjà eu des erreurs en production? Ok, c'est bon, j'ai bien une audience de dev. Moi, c'est Léo, je suis ingénieur logiciel depuis 8 ans, et ce qui m'anime dans notre métier, c'est de faire des logiciels utiles et maintenables dans le temps pour garantir une certaine évolutivité. À titre personnel, je pense que le typage peut nous y aider, et je vous propose de voir ensemble comment. Comment, au travers d'une application fil rouge en TypeScript, pour lancer un signalement au niveau local. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait un scénario similaire à celui-ci. Un incident se produit et un témoin observe la scène. Il va envoyer un signalement à un relais qui, avec un mécanisme similaire à la diffusion cellulaire, va alerter la population locale. Il va faire aussi une deuxième chose, c'est qu'il va contacter le centre opérationnel auquel il est rattaché, qui lui va s'occuper d'envoyer une équipe en intervention. Sur ce scénario, où est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? On va se mettre sur le signalement que va faire le lanceur d'alerte à notre relais et sur l'envoi en intervention du centre opérationnel. Et pour s'amuser un petit peu, on va se mettre dans un contexte international en supportant 4 langues, le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut réfléchir à nos différents cas d'usage. Et les deux qui nous intéressent aujourd'hui, ce seront signaler un incident et intervenir sur un signalement. Pour signaler un incident, ce qu'on va vouloir faire, c'est, à partir de la description de notre lanceur d'alerte, de déterminer la langue du texte, de trouver le relais à proximité de notre lanceur d'alerte, et enfin de publier notre alerte, enfin notre signalement, pour notre relais. Pour la partie intervenir sur un signalement, on va devoir déterminer quelles sont les compétences nécessaires pour intervenir, trouver les équipes disponibles avec ces compétences et enfin, affecter les équipes sur le signalement. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vous propose un live coding pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos deux scénarios. Donc là, dans mon IDE, il y a, dans un premier temps, l'interface signaler un incident qu'on vient de voir ensemble. Il y aura la même chose pour l'intervention. Et quand on arrive dans une base de code comme ça, avec des unknowns partout, la première chose sur laquelle on va travailler, ça va être de faire du typage que je dirais intempestif. On va nommer tout ce qu'on manipule. Donc là, par exemple, j'ai un texte, je vais extraire un type spécifique pour dire que c'est du texte. Un signalement, un relais spécifique. Donc pour ça, on va éviter de rentrer trop dans les détails d'implémentation technique et on va essayer de se simplifier la vie pour notre live coding en utilisant le principe d'inversion de dépendance. Dans la salle, qui est à l'aise avec le principe d'inversion de dépendance? Ok, une très grande majorité des gens. Donc ça va aller assez vite. Pour se simplifier la vie, donc, ce que je vais dire, c'est que je vais déléguer le travail à quelque chose que je vais appeler un public.
créer une interface que je vais appeler publieur. Et la magie, il y a quelque chose encore de nouveau qui vient d'apparaître, le principe de signalement. Donc là, je peux encore extraire un type spécifique pour mon signalement. Hop. Pour les différentes étapes que je vais devoir faire, je vais appliquer le même principe avec l'inversion de dépendance, donc on ne les verra pas toutes en détail. Par contre, ce sur quoi on peut travailler, c'est maintenant que j'ai défini mes différents types et que j'ai dit que c'était unknown, essayer de chercher qu'est-ce que c'est. Donc la première chose sur laquelle je vais travailler, ça va être le signalement. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc dans le signalement, en discutant un peu avec mon métier, je me rends compte qu'il y a 3 choses qui sont importantes. Le texte qui sera envoyé par le lanceur d'alerte, la langue de ce texte et le relais qui sera à proximité, donc à contacter. Donc c'est 3 éléments que je vais mettre ensemble pour l'instant. Donc j'ai dit que j'avais le texte, j'ai un type spécifique, donc c'est facile, j'ai une langue que je ne connais pas, donc pour l'instant je vais dire unknown, et j'ai un relais qui est de type unknown aussi. De cette manière, je vais créer encore des types spécifiques, vous avez compris la méthode. Cette manière de faire en sorte que tout soit explicite. Et à partir de là, on va se rendre compte que en fait, le texte et la langue, c'est des choses qui sont très liées. Et donc, on ne voudrait peut-être pas les séparer. On va vouloir les rassembler dans ce qu'on va appeler un message. Donc pour ça, on va faire directement un type spécifique. Alors, j'ai oublié une partie. Message, tout simplement. Et on va passer un message. Et on aura notre relais après. Bien. Si on continue sur ce qui est encore inconnu, on a notre langue. Donc la langue, j'ai dit, c'en était 4 différentes. On va dire que c'est une chaîne de caractères. Le relais, c'est un truc un peu spécifique. En discutant avec mon métier, il me dit c'est un numéro de téléphone. Parce qu'en fait, un relais, il sera identifié par ça. Donc, on va dire que c'est un numéro de téléphone. Et un numéro de téléphone, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Ça va être le format international. Donc, on va dire c'est une chaîne de caractères, tant qu'à faire. Le texte, c'est une chaîne de caractères. C'est simplement la description de ce que je vois. Un lanceur d'alerte, par contre, voilà, c'est la même chose. On me dit c'est un numéro de téléphone. Donc là, vous voyez que même si au final, toutes a le même type au final, string, j'ai réussi à faire émerger des notions qui sont intéressantes pour mon métier. Puis je me suis rendu compte que signalement, finalement, il avait une structure, donc j'allais pouvoir faire un message où j'allais passer un texte, qui est celui que je récupère, qui allait avoir une langue, je vais mettre FR, et puis un relais qui ne sera pas le lanceur d'alerte, mais qui sera un autre numéro, par exemple celui-ci. Hop, je vais extraire des constantes, langue, hop, relais, et je vais tout simplifier parce que TypeScript me permet de simplifier l'écriture. Là. Donc là, j'ai tout mis en statique et comme je vous ai dit, on va pouvoir se baser sur le principe d'inversion de dépendance pour déléguer la responsabilité de déterminer quelle est la langue ou quel est le relais à proximité. On ne va pas le faire ensemble, je vais vous proposer de faire une avance rapide pour voir à quoi ça ressemble. Ça ressemblerait à ça. On aurait 2 nouveaux éléments qui seraient arrivés, un traducteur et un chercheur de relais, qui font exactement ce que j'ai dit, vont déterminer la langue du texte, chercher le relais à proximité de mon lanceur d'alerte, on va construire le message et le publier. Ensuite, j'ai également fait des faux qui implémentent les mêmes contrats pour pouvoir vérifier que je peux les utiliser dans des tests. Pour notre deuxième scénario, on va faire globalement la même chose. On ne va pas tout refaire. Par contre, il y a un truc qui peut être intéressant tout de même, c'est, encore une fois, le typage intempestif, où je vais définir un truc qui s'appelle signalement. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai fait juste avant, j'ai aussi défini un truc qui s'appelait signalement. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que je ferais pas en sorte de mutualiser mes 2 signalements entre eux? Eh bien, au moment où on en est, ce serait une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune certitude qu'on parle exactement de la même chose dans ces 2 cas d'usage. Il vaut mieux les laisser vivre ensemble, côte à côte, quitte à ce qu'il y ait de la duplication,
et voir si, sur le long terme, c'est effectivement la même chose. Si on les mutualise trop tôt, ce qu'on risque d'avoir, c'est une structure qui va avoir beaucoup trop d'informations et certaines ne seront disponibles ou intéressantes que dans un cas ou dans l'autre, mais jamais pertinentes à 100%. Et spoiler, dans notre cas, ça va être un petit peu différent. Si on regarde ce que ça donne à la fin, je vais arriver sur quelque chose comme ça. Finalement, on aura juste un ID, je vais faire apparaître des équipes, des compétences, on va définir des interfaces pour, comme j'ai dit, se baser sur un principe d'inversion de dépendance pour pouvoir faire ce qu'on a dit, chercher les compétences pour un signalement, trouver les équipes qui sont disponibles avec ces compétences et affecter des équipes pour un signalement. Nickel, on a tout qui est prêt. Mais avant de passer à la suite, petit récap de ce qu'on vient de voir ensemble. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé dans notre base de code, c'est de faire du typage que je qualifie d'intempestif. L'objectif, c'est de tout nommer, tout typer. Avec ça, on va faire émerger des notions qui ont du sens pour le métier. Et ça nous permettra après d'être encore plus spécifique sur nos différents types. Deuxième chose qu'on a vu pour nous aider, c'est le principe d'inversion de dépendance qui nous permet de masquer la complexité de nos détails techniques d'implémentation et de se focaliser exclusivement sur notre algorithmie, sur notre logique métier. Bien, avec ces deux éléments mis en place, on va pouvoir réfléchir à comment on fait des types plus spécifiques. Parce qu'actuellement, tout est chaîne de caractères. Mais quand je discute avec mon métier, je me rends bien compte que c'est un ensemble qui est beaucoup trop grand et qui représente beaucoup trop de choses par rapport à ce qui a vraiment du sens d'un point de vue métier. Que ce soit sur mes langues, où j'ai dit j'en avais que 4, mes numéros de téléphone, qui sont qu'un ensemble réduit, et mes ID, UID. Donc là, notre objectif, ça va être de travailler sur nos types pour les affiner. On va commencer avec notre centre opérationnel, avec les compétences. En discutant un petit peu avec le métier, je me rends compte que on ne maîtrise pas beaucoup de choses en fait. Il n'y a que 4 compétences possibles. Ça va être les accidents de la route, ça va être les incendies, ça va être les inondations ou ça va être les urgences médicales. Donc pour représenter ces 4 éléments seuls, je vais utiliser ce qu'on appelle un union type qui va me permettre de restreindre mon ensemble à uniquement ces 4 chaînes de caractères. Pas une de plus ne sera disponible. D'ailleurs, j'ai du rouge un peu plus bas. Et si je regarde mon erreur, il me dit que incendiaire, c'est pas une compétence. Est-ce que tu voudrais pas dire incendie? Et donc de cette manière, ça me permet de très vite détecter des fautes de frappe, comme celle-ci, pour pouvoir résoudre nos problèmes. Donc généralement, le union type, c'est le type vers lequel je vous encourage à aller, c'est celui qui est le plus restrictif. Cependant, c'est pas toujours facile de définir tout ce qu'il est possible de gérer. L'exemple qu'on a après, c'est les UUID. Donc là, je vais définir UUID. On va utiliser pour les signalements et pour l'équipe. Et on se doute bien qu'on ne va pas faire un union type pour représenter tous les UUID qu'il est possible d'écrire. Mais si je descends un peu plus bas, que je récupère quelque chose qui génère un UUID, on va regarder un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Un UUID, juste ici, on voit apparaître un espèce de pattern. 5 blocs de code séparés par des tirets. Et TypeScript nous propose quelque chose pour représenter ces patterns, ce qui s'appelle les templates littérales. Donc je peux tout simplement définir un template où je vais passer 5 chaînes de caractères séparées par des tirets. Donc là, je respecte le template que je viens de voir. Mais on pourrait aller encore plus loin. Le premier élément de mon UID, c'est pas n'importe quelle chaîne de caractères. C'est 8 caractères hexadécimaux. Donc, je pourrais très bien définir un type spécifique, 8 hexadécimaux, le typer pour que ça ressemble à 8 hexadécimaux. Donc c'est 8 chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Et j'ai dit c'est pas n'importe quelle chaîne de caractères, c'est un hexadécimal. Un hexadécimal, qu'est-ce que c'est? C'est les nombres qui vont de 0 à 9 et les lettres qui vont de A à F. Donc, ça ressemblerait à ça. Si je regarde un petit peu 8 hexadécimaux, ce qu'il me fait, il me génère directement le union type, enfin l'union qui correspond à mon pattern plus cette hexadécimale. Donc, il me représente tous les états qu'il est possible d'avoir. De cette manière, je peux tout simplement remplacer toutes les chaînes de caractères par hexadécimales. Et de cette manière, j'ai any.
je viens d'arriver face à une des limites de TypeScript, qui est qu'on ne peut représenter qu'au maximum 100 000 éléments dans une union. Il va donc falloir jongler entre notre volonté d'avoir un type extrêmement spécifique et restreint et les limitations techniques du langage. Pour le cas de UUID, je vous propose de revenir sur la solution initiale qui était basée sur des chaînes de caractères. Bien, on est pas mal, on a défini deux types bien spécifiques, mais il y a encore une dernière chose qui peut être intéressante de voir sur notre intervention. Quand on fait une intervention, actuellement, on affecte une liste d'équipes. Et le principe d'une liste, elle peut être vide. Et si je demande à mon métier, est-ce que c'est normal d'envoyer aucune équipe sur un signalement ? Il me dit, bah non, ça n'a pas de sens. J'ai au moins une équipe. Et donc pour ça, on a une manière de le représenter en TypeScript qui est basée un petit peu sur la même écriture qu'un tuple. On va pouvoir dire que j'ai un ensemble, une liste, avec une équipe et peut-être d'autres équipes. De cette manière, là, j'explique que j'ai au moins un élément. Je peux même m'amuser à le rendre générique en faisant un type spécifique qu'on va appeler non-empty-array. On va le rendre générique en introduisant un type équipe. Ici, on va dire que c'est non-empty-array de équipe. Et on va pouvoir remplacer équipe par un type générique T par convention. Bien. Maintenant, je vois qu'il y a du rouge dans mon code, puisque, bah oui, là actuellement, quand je vais chercher les équipes qui sont disponibles, je reçois une liste d'équipes. Et moi, je dis, je veux forcément au moins une équipe. Donc, il va falloir faire une vérification pour être sûr que que j'ai bien une liste non vide. Donc, la vérification qu'on pourrait faire, c'est, si équipe length, c'est 0, je trouve une erreur. Ça pourrait être le cas. Comme ça, je me dis, j'ai forcément une équipe. Sauf que j'ai toujours du rouge. Avec ça, TypeScript n'est pas capable de se dire « Ah oui, c'est forcément qu'il y a un élément dans ma liste ». On va donc devoir utiliser ce qu'on appelle des type guards, qui sont des fonctions spécifiques qui vont nous permettre d'affiner nos types. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble un type guard, ça ressemble à ça. Je vais le mettre en forme de fonction, pour que ce soit plus lisible. Donc on a une fonction qui prend un paramètre, array, et qui va affiner le type de ce paramètre, en disant que ce n'est pas juste une liste, c'est une non-empty array du même type. À l'intérieur, on va faire une vérification. C'est elle qui va se charger de vérifier que est-ce que array respecte bien mes spécifications. Il faut donc faire attention ici, puisque le mot-clé is est un mot-clé hyper puissant en TypeScript, et il faut que nos vérifications à l'intérieur soient le plus exhaustives possible, pour éviter les erreurs. De cette manière, si je remplace cette vérification par, si je ne suis pas is non-empty array de équipe, je vais aller à la ligne ici pour que ce soit plus lisible. Et bien maintenant, j'ai plus d'erreur. Effectivement, quand on sort de cette condition, je sais que équipe, c'est une non-empty array de équipe. Donc là, on a réussi à introduire des types beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus restrictifs, qui correspondent à des besoins métiers. On va faire la même chose sur la partie signalisation d'incidents. Il ne va pas y avoir grand-chose de nouveau, donc je vous propose de faire une avance rapide. Pour voir à quoi ça ressemble. Rien de nouveau, des templates littérales et des union types. Bien, petite pause pour voir ce dont on a eu besoin pour ces types spécifiques. Première chose qu'on a vue, ça a été les union types, qui nous ont permis de se restreindre à un ensemble extrêmement réduit d'éléments. C'est généralement, comme je l'ai dit, le type vers lequel je vous encourage à aller, parce que c'est celui qui vous permettra de représenter au mieux votre métier. Par contre, ce n'est pas toujours possible de représenter tout ce qu'il est possible de générer avec les union types. Et c'est là qu'arrivent les templates littérales qui nous permettent de représenter des patterns. On a vu qu'on pouvait se baser sur des types primitifs, comme les chaînes de caractères, mais aussi sur les unions, comme notre hexadécimal. Attention cependant, si vous utilisez des union types, vous pouvez arriver à la limite de maximum 100 000 éléments. Il faudra donc trouver un compromis entre un type très restrictif qui correspond parfaitement à notre métier et les limitations techniques du langage. Enfin, la dernière chose qu'on a vue, c'était les type guards qui nous ont permis d'affiner le type de quelque chose. Donc, par exemple, une liste, la convertir vérifier que c'est bien une liste non vide. Par contre, nos vérifications à l'intérieur de ces fonctions doivent être exhaustives
puisqu'elle porte une énorme responsabilité vu la puissance du mot-clé is en TypeScript. Bien, on travaille maintenant dans un environnement où on est un peu plus serein, on a moins de risques d'erreur, mais il y a quand même un élément qui nous embête, c'est comment on fait pour distinguer deux types qui sont similaires. Dans mon code, j'ai dit que mon lanceur d'alerte, c'était un numéro de téléphone, et mon relais, c'était aussi un numéro de téléphone. Sauf que d'un point de vue métier, ça n'a rien à voir. Mon lanceur d'alerte, c'est la personne physique qui a vu l'incident et qui l'a signalé. Le relais, c'est un objet qui va s'occuper de retransmettre ce signalement à la population locale et au centre opérationnel. Donc vraiment, il faut que je trouve une manière de les distinguer, que je ne puisse pas les mélanger. Or, actuellement, si je regarde mon code, eh bien, si jamais je décide de faire quelque chose qui a le type relais et que je lui passe un lanceur d'alerte, il n'y a pas de problème. TypeScript accepte. Pourquoi ? Parce que TypeScript est basé sur un typage dit structurel, c'est-à-dire qu'il va comparer les structures, propriétés, méthodes, signatures des deux types, et s'ils sont identiques, TypeScript va juger qu'ils sont interchangeables. Il va donc falloir trouver une autre manière de distinguer ces deux types, et généralement ce qu'on fait en TypeScript, c'est qu'on introduit un discriminant. Il y a plusieurs manières d'introduire un discriminant, mais celle que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, c'est le branded type. Le branded type, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'apposer un tampon à un type de base. Par exemple, si je fais branded de numéro de téléphone et que je lui applique le tampon lanceur d'alerte. Si je regarde à quoi ça ressemble, mon lanceur d'alerte, c'est toujours mon numéro de téléphone et une petite propriété qui a été rajoutée, branded, avec cette valeur lanceur d'alerte. C'est notre discriminant. De la même manière, si je type mon relais avec branded de numéro de téléphone relais, je vais être capable de distinguer mon lanceur d'alerte d'un relais. Maintenant, j'ai bien le type lanceur d'alerte qui n'est pas assignable au type relais. Super, on est capable de le détecter. Mais j'ai un autre problème dans le code. Ah ouais, mon faux, qui me servait pour mes tests, avant il renvoyait juste un numéro de téléphone, maintenant il doit renvoyer un relais. Il va donc falloir que je fasse une fonction de conversion pour transformer un numéro de téléphone en un relais. Donc c'est une fonction qu'on va appeler toRelay, qui va se baser sur un utilitaire que j'ai créé qui s'appelle toBranded, qui va, sur un numéro de téléphone, apposer le tampon relais, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal, qui va renvoyer, qui va apposer le tampon relais, impeccable. De cette manière, si je return toRelay de ce numéro de téléphone, c'est tout bon. Alors qu'est-ce que fait toRelay ? Il applique le tampon relais au numéro de téléphone qui lui est passé ici. De cette manière, je fais ma conversion. Donc c'est pas idéal d'un point de vue développeur experience d'avoir ces fonctions de conversion. Donc je vous propose de voir une autre technique très similaire, cette fois-ci sur notre signalement. Par exemple, actuellement, dans ma liste d'équipes, je pourrais rajouter mon signalement. Il n'y a pas d'erreur, puisque signalement et équipe ont la même structure. Même structure basée sur un UUID. Donc ce que je peux faire ici, c'est utiliser un cousin du branded type qui s'appelle le flavored type, qui va fonctionner exactement de la même manière sur l'utilisation. Donc je vais faire un flavor de UUID et je vais lui dire que c'est pour signalement. Je fais l'extrait dans un type spécifique pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Mon type ici, qu'est-ce qu'il fait ? C'est toujours mon UUID et mon discriminant, donc ma valeur cachée, flavored, mais elle est devenue optionnelle par rapport au branded type. Vous voyez que c'est signalement ou undefined. Et c'est cette légère subtilité qui va nous permettre de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc si je type de la même manière mon UUID d'équipe, tac, et bien dans ce cas-là, je suis bien capable de détecter que mon mixte est en erreur, puisqu'il me dit que signalement, ce n'est pas une équipe. Très bien. Et derrière, mon faux équipe qui s'occupe de générer des équipes, je n'ai pas besoin de fonction de conversion. Il comprend tout de suite que cette structure avec un UUID, c'est une équipe.
Et ça, c'est grâce au fait que ce soit optionnel. C'est TypeScript qui va se charger lui-même d'apposer ce cast qu'on a vu tout précédemment. On n'a plus besoin de notre fonction de conversion. Et pour autant, on est bien capable de distinguer les deux éléments. Donc ça, c'est un type un peu plus intéressant en termes de developer experience. Bien, avant d'aller plus loin, je reviens juste dessus, sur les deux types qu'on vient de voir. Tout d'abord, le branded type, comme j'ai dit, on rajoute un discriminant basé sur un symbole. Pourquoi un symbole? C'est parce qu'il est, comment on dit, il est basé sur sa référence et pas par sa valeur. Il est identifié, pardon, par sa référence et pas par sa valeur. Donc je ne peux pas tricher en rajoutant cette propriété cachée ailleurs que là où est défini mon symbole. C'est une des protections que proposent les symboles. Par contre, on a vu qu'avec les branded types, on avait besoin de fonctions de conversion d'un numéro de téléphone vers un relais, par exemple. Du coup, ce qu'on a proposé comme alternative, c'est le flavored type, qui a une très légère subtilité, c'est passé en optionnel notre discriminant, ce qui fait qu'on va déléguer à TypeScript la partie conversion. Il va le faire pour nous, plus besoin de fonctions spécifiques. C'est pas mal intéressant parce que ça nous permet de distinguer deux ID, et si jamais vous êtes amené à travailler avec des bases de données, ça peut être intéressant de ne pas aller chercher un ID dans une table qui n'a rien à voir avec l'ID que vous manipulez. Donc c'est vraiment un truc que vous pouvez utiliser tel quel en production et qui a une grande valeur ajoutée. Bien, on est pas mal, on est capable de détecter des types qui sont similaires, on a des types qui sont très restrictifs, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas être encore plus prédictible? Je vous présente deux cas d'erreur. La première, oups, quelque chose s'est mal passé. Donc là, effectivement, c'est difficile à anticiper. A priori, c'est un problème qu'on ne sait pas d'où il vient. Et la deuxième, c'est on n'a pas trouvé l'utilisateur avec l'ID 1, 2, 3. Ça ressemble plus à un problème qui est anticipable. Et je vous propose de voir comment est-ce qu'on pourrait éviter d'avoir ce genre d'erreur qui est levée au runtime. Pour ça, on va se baser sur un pattern qu'on appelle le result pattern. Donc le result pattern. À quoi ça ressemble? Donc le result pattern, c'est soit un succès, soit une failure. Un succès, ça a de la data. Une failure, ça a une erreur. Vous voyez que c'est basé sur un union type. De cette manière, si jamais je devais décider que j'ai une erreur, par exemple, dans mon faux traducteur, c'est extrêmement optimiste de se dire oh, je vais toujours trouver la langue du texte. Je ne maîtrise que 4 langues. Si jamais on me passe, par exemple, de l'espagnol, je ne sais pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, là, avec le code actuel, la seule manière que j'ai de le dire, c'est de reject en disant new langue inconnue. Hop. Et je vais définir ma classe langue inconnue. Extends error, parfait. Et en faisant ça, si je regarde ma fonction run, à langue 2, je ne sais pas vraiment qui peut fail. Je sais que c'est une promise. Peut-être que ça peut fail à cause de plein de choses, mais je ne sais pas que ça peut fail parce que c'est une langue inconnue. Alors que le métier, il est capable de le dire. Oui, on peut arriver à ce genre de cas-là. Et donc, la manière qu'on peut avoir de préciser que ça peut échouer, c'est plutôt que de dire que je renverrai toujours une langue, c'est de dire que je vais plutôt renvoyer un result. Il va être soit une langue, soit l'erreur langue inconnue. Hop, j'importe result. De cette manière, là, je vois tout de suite qu'il peut y avoir une erreur parce que langue, c'est un result. Donc, je peux échouer. Il va donc falloir que je fasse une vérification if not is success de langue. Moi, pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un console error de mon erreur et je vais return. Ce qui fait que quand je suis en dehors de ce if, je sais pertinemment que ma langue, c'est un succès et donc je peux aller chercher sa data en faisant langue.data. De cette manière, je suis beaucoup plus expressif. Je suis capable de savoir que je peux échouer. Sauf que, actuellement, ce que je fais en cas d'échec, c'est que je fais un console error. Peut-être pas le mieux aussi pour mon appelant. Donc ce que je vais vouloir avoir envie de faire, c'est de remonter l'information jusqu'à mon appelant. Et dire que quand on signale un incident, je peux renvoyer soit void, soit une erreur. Et donc renvoyer un result de void. Et pour l'instant, les erreurs que je gère, langue inconnue. De cette manière, dans ma vérification, si je suis en échec, je peux directement return ma langue. Parce que dans ce cas-là, langue, c'est une failure de langue.
Ah pardon, j'ai oublié de dire que ça devait renvoyer un result de void langue inconnue. Tac. Voilà, donc de cette manière, je sais que ma langue, c'est forcément une failure de langue inconnue, donc je peux la renvoyer telle qu'elle. Par contre, plus bas, je ne peux plus renvoyer ma publication, il va falloir que je fasse ma publication et qu'après, je fasse un return as success de void 0, parce que TypeScript. De cette manière, je sais que je peux échouer et je sais pourquoi je peux échouer. Je suis beaucoup plus expressif. Par contre, j'ai besoin de fonctions comme isSuccess, asSuccess, aller chercher la langue avec .data. Pas hyper intéressant en termes de developer experience. On va plutôt s'appuyer sur ce qu'il existe dans la programmation orientée fonctionnelle et l'utiliser. Donc, l'inspiration qu'on va prendre, c'est de se dire qu'on va rajouter 2 opérateurs à notre résultat. Un premier, map, qui dans le cas d'un succès, va nous permettre de transformer notre data T en U. Ça ne peut pas échouer. C'est forcément une conversion qui est toujours réussie. Et le cas d'un flat map, c'est de convertir notre data T en peut-être du U, mais peut-être une erreur, donc un résultat. On va faire pareil avec failure, sauf que quand on est en failure et qu'on map, on renvoie toujours notre failure. Pareil, quand on flat map, on renvoie toujours notre failure. De cette manière, je peux réécrire exactement le même code que ce qui est disponible ici. Non, pardon, c'est pas le bon, c'est celui-ci. Le code qui est ici, en faisant directement un return de lang.map, dans lequel j'ai accès directement à la langue. J'ai pas besoin de faire lang.data, là j'ai accès à langue. Et je vais pouvoir remonter tous les trucs qui sont importants. Donc récupérer mon relais, faire ma publication. J'ai plus besoin de mon .data. Je peux utiliser tout tel quel. Et là, je viens de réécrire exactement la même chose. Vous voyez qu'en dessous, c'est du code mort. Donc, il me propose de le supprimer. Là, j'ai écrit exactement la même chose. Donc, on voit qu'en termes de developer experience, on peut grandement s'améliorer en utilisant le map. Si on voulait s'amuser un petit peu, on pourrait se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe si jamais mon relais aussi il peut échouer ?» Et donc là, c'est là où on commence à avoir des nœuds à la tête. Parce que mon relais, c'est aussi un résultat maintenant. Je peux avoir aucun relais à proximité. Donc à partir de là, on va pouvoir faire une construction qui est un peu plus complexe et en se basant sur le flat map. Donc je ne vais pas l'écrire en live, on va plutôt revoir à quoi ça ressemble et le commenter. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours notre langue qui est un résultat et on va faire un flat map. Pourquoi un flat map? Parce qu'après, on va aller chercher notre relais. On l'a vu, chercher un relais, ça peut échouer. Une fois qu'on a cherché notre relais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un objet où on aura nos 2 résultats en succès, notre relais et notre langue. Une fois qu'on a passé tous nos cas qui peuvent échouer, on peut faire un map, récupérer notre relais et notre langue et publier notre message. Donc on voit qu'on est encore plus expressif parce que là on dit qu'on peut échouer pour plusieurs raisons et on n'a pas tant que ça à dégrader notre developer experience. On n'a pas besoin de faire des vérifications avec des isSuccess partout, en s'appuyant encore une fois sur des paradigmes qui sont hérités de la programmation orientée fonctionnelle. Bien. Donc là, on est vraiment bien. On est dans un contexte dans lequel on a des types très restrictifs, on est exhaustif sur nos cas de retour, on a réussi à faire émerger des notions métiers. Il ne nous reste pas grand-chose. On est vraiment dans un contexte qui est hyper intéressant. Malheureusement pour nous, dans le monde du dev, généralement, on n'est pas tout seul dans notre contexte. On a des interactions avec l'extérieur. Et donc la question qu'on va se poser, c'est comment on s'assure que ce qui arrive dans notre système, il correspond à ce qu'on veut. Ici, par exemple, pour la partie signaler un incident, on a dit qu'on voulait forcément un texte et forcément un lanceur d'alerte. Comment est-ce que je m'assure que ce que je reçois de l'extérieur, c'est bien ça? Et là, on va arriver sur la partie parseur. Donc un parseur, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en tout cas, donc, comment je l'ai défini moi, j'ai 2 choses. J'ai le cas d'une erreur. Quelque chose s'est mal passé quand j'ai vérifié que j'avais bien la bonne valeur. Il y a quelque chose qui fait que non, j'ai retrouvé quelque chose d'autre. Je définis une signature de fonction, parser t, qui veut dire je vais parser quelque chose vers t, et ça va me renvoyer un résultat. Soit c'est effectivement t, soit il y a une erreur.
Et la valeur que je récupère, elle est inconnue. De cette manière, je n'ai pas de biais et je dois m'assurer vraiment de la totalité de mon type. Je ne peux pas partir d'un postulat comme quoi j'ai quelque chose de safe avec le réseau, par exemple. Je ne sais pas ce qu'on va m'envoyer. Et donc, si j'implémente parser T pour le cas d'une string, donc parser string, je vois que la valeur que je récupère unknown, je vérifie si ce n'est pas une chaîne de caractères. Alors, je dis qu'il y a une failure, donc parse erreur, et sinon, je renvoie un succès de valeur. isString, comme vous le voyez, ça utilise le mot-clé is, donc c'est un type guard, quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant, extrêmement attentif, parce que c'est là qu'on va faire c'est là qu'on doit être le plus exhaustif dans nos vérifications et s'assurer qu'on n'a rien oublié. Donc là, en TypeScript, on a quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on peut utiliser typeof de notre valeur pour vérifier que c'est bien une chaîne de caractères. Et ça nous suffit dans notre cas. Mais on peut avoir des parses un peu plus intéressants. Si je regarde par exemple, toujours dans notre signaleur, comment est-ce que je vais vérifier que j'ai bien un lanceur d'alerte? Eh bien dans ce cas-là, c'est un peu plus intéressant. Donc j'ai toujours une erreur spécifique pour notre lanceur d'alerte, et j'ai notre parse as lanceur d'alerte, qui est un parsé lanceur d'alerte, qui récupère une valeur qui est unknown, qui vérifie si c'est un numéro de téléphone, et pas un lanceur d'alerte. Et derrière, pour autant, je sais que c'est un numéro de téléphone et je vais pouvoir faire un as success et dire que c'est un lanceur d'alerte. Pourquoi? Parce que j'ai réutilisé le flavor type. Donc là, pas besoin de conversion. La vérification, si c'est un numéro de téléphone, c'est ça la fonction la plus importante ici. Comment est-ce que je vérifie que c'est un numéro de téléphone? Là, vous voyez que je réutilise pas ma fonction de parse pour vérifier que c'est une chaîne de caractères. Je le revérifie à l'intérieur de cette fonction. Is numéro de téléphone. Et derrière, je vais vérifier que ma chaîne de caractères, elle respecte ma regex qui est juste au-dessus. Ça peut être un petit peu fastidieux de faire ces vérifications, et surtout sur des cas un peu plus complexes comme les UUID. Enfin, par exemple, allons voir à quoi ça ressemble les UUID. Dans le cas des UUID, si je reviens en arrière et que je vais voir à quoi ça peut ressembler un UUID. Si je devais définir un type pour les UUID, ce serait un peu compliqué, faire la vérification avec le parsing, etc. Et donc là, on va se dire, est-ce que je ne peux pas m'appuyer sur quelque chose d'extérieur qui ferait cette vérification pour moi, tout en conservant le même pattern que je vous ai présenté, avec ma fonction parser T et une fonction qui vérifie si j'ai bien le type que je veux avec un type guard. Donc on peut utiliser des librairies comme Zod, ArcType, Class Validator aussi, et les utiliser avec le même pattern. Donc si je le fais pour les UUID, tac. Je sais pas ici, pardon. Si je l'ai fait pour les UUID, pardon. Voilà, et que je vais regarder mon... tac. C'est mon signalement, voilà. Mon signalement, qu'est-ce que c'est? C'est une structure avec dedans un UUID. Donc j'ai repris exactement la même chose que précédemment. Une erreur spécifique, le type signalement que je veux vérifier et parse à signalement. Donc là, je fais une vérification encore, signalement. Donc vraiment, c'est toujours la même structure. C'est extrêmement simple à utiliser. Sauf que cette fois, signalement, plutôt que ce soit moi qui fasse la vérification, qui fasse le parsing de UUID et que je puisse me tromper, ou alors que j'ai besoin d'implémenter énormément de tests pour être sûr que ma fonction, elle fait bien le taf, je peux me baser sur des librairies externes comme Zod. Vous voyez qu'ici, je vais définir un schéma Zod qui va dire, en gros, c'est un objet qui a une clé ID. Cette clé ID, c'est un UUID. Et en plus, je vais dire qu'elle est brandée avec signalement. Donc Zod me permet même de brander, si jamais ça vous intéresse. Derrière, j'ai juste à vérifier si je peux le parser. Si oui, c'est bon, j'ai un signalement. Et sinon, je vais renvoyer une failure de problème de parse. Donc de cette manière, en utilisant la distinction entre mon parsé signalement et ma fonction typeguard, je peux très facilement changer d'outil. Là, vous avez vu que j'ai introduit Zod de manière très simple. Je pourrais changer pour ArcTypes ou n'importe quel autre, sans pour autant avoir dénaturé mon projet. Donc j'ai peu de dépendance à celle-ci. Et là, je pense qu'on peut dire qu'on a un code où on est serein de l'envoyer en production, puisqu'on a fait toutes nos vérifications. Donc revenons une dernière fois sur ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Sur notre prédictibilité
pour l'améliorer, on a vu le principe du result pattern, qui nous permettait de dire que c'était soit un succès, soit une failure. De cette manière, on a rendu nos erreurs explicites et on sait pourquoi on peut échouer et pour quelles raisons. Par contre, on a vu que, tel quel, si on n'utilisait pas la programmation, si on ne s'inspirait pas de la programmation orientée fonctionnelle, on pouvait avoir une expérience développeur qui était dégradée. Néanmoins, de manière générale, je vous conseillerais toujours de privilégier le result pattern plutôt que de jeter des exceptions qui, comme leur nom l'indique, devraient rester exceptionnelles. La deuxième chose qu'on a vue, c'était les parseurs. Donc vraiment, c'est reprendre la même base que ce qu'on a vu plusieurs fois. C'est une signature, quelque chose va s'occuper de vérifier que une valeur qui est inconnue, c'est bien la valeur, ça a bien le type T, ou au contraire, c'est une erreur. Derrière, on définit toujours notre parse as quelque chose qui, si jamais ne respecte pas le type, va nous envoyer une failure, sinon va nous envoyer un succès. Et la fonction qui fait la vérification, est-ce que tu es un numéro de téléphone, c'est là où il y a besoin d'avoir des types, encore une fois, des vérifications très exhaustives. Puisque ça utilise le mot-clé is, encore une fois, je le répéterai jamais assez, est un mot-clé hyper puissant en TypeScript, donc il faut faire extrêmement attention quand on l'utilise. Par contre, utiliser une regex, c'est un peu chiant de le faire à la main, et parfois on a vu qu'on pouvait utiliser des librairies externes, comme Zod, qui nous permettent de simplifier grandement notre logique à l'intérieur de notre fonction de typeword. De cette manière, on peut déléguer en fait la partie exhaustivité des tests à notre librairie externe. C'est pas nous qui avons besoin d'implémenter énormément de tests, qui peut être un peu salvateur dans notre cas. Bien, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, si jamais vous voulez aller plus loin, que ce soit si c'est pour le typage avancé en TypeScript, je vous conseille le TS Workshop Companion, qui est un atelier hyper intéressant pour aller plus loin en TypeScript. C'est plutôt les notions qu'on a vues aujourd'hui, les branded types, les flavored, les result patterns. Je vous conseille pas forcément d'utiliser telles qu'elles sont implémentées dans mon repository, mais plutôt de vous baser sur des librairies qui sont production ready comme Effect ou FPTS. Et enfin, si vous posez la question de pourquoi est-ce que je me suis autant intéressé à réduire l'ensemble sur lequel je travaillais, je vous conseille le talk de Laurent Bossavi, D'où viennent les bugs. Avant de conclure, je voudrais qu'on prenne le temps de remercier les sponsors, mais surtout les bénévoles qui rendent cet événement possible. Sans eux, je ne pourrais pas vous expliquer tout ça et on ne pourrait pas se rencontrer. Donc je pense qu'ils méritent des applaudissements. Et enfin, merci beaucoup pour votre attention. C'était mon premier talk de 45 minutes, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un maximum de feedback. Je suis preneur de tous les retours. Si vous voulez retrouver le code, le repository est disponible juste ici. Et malheureusement, on n'aura pas trop le temps pour les questions, mais je reste disponible tout le reste de la conférence et même demain, si vous en avez. Merci beaucoup.